Bonjour à toutes et à tous. Qui n'a jamais rêvé de voyager, de découvrir d'autres paysages, d'autres cultures? Eh bien, ce désir, qui est partagé par des milliards de personnes, est au cœur d'un phénomène absolument majeur, les mobilités touristiques internationales. Dans cette analyse, on va décortiquer ensemble comment ces déplacements façonnent littéralement notre monde. C'est un chapitre vraiment essentiel de votre programme de géographie pour comprendre les rouages de la mondialisation. Alors commençons par un chiffre qui donne le vertige, 1,3 milliard. C'est le nombre de touristes qui ont franchi une frontière en 2018. Pour que vous puissiez vous représenter ce que ça signifie, imaginez un peu. Il n'était que 50 millions en 1950. On parle donc d'une véritable explosion qui a totalement redéfini l'économie mondiale et nos sociétés. Voici donc la problématique qui va nous servir de fil conducteur. L'enjeu, ce n'est pas seulement de compter les touristes, non. C'est de comprendre comment leur déplacement redessine les cartes, crée de la richesse, mais aussi, et c'est crucial, génère des tensions. C'est ce paradoxe permanent entre développement et saturation que nous allons analyser ensemble. Pour répondre à cette question, on va suivre un plan en 5 étapes. D'abord, on va voir l'ampleur du phénomène. Ensuite, on décortiquera la mécanique des flux. Puis, on verra les conséquences sur les territoires. On appliquera tout ça à une étude de cas concrète avant de finir sur les enjeux d'avenir. C'est notre feuille de route, si vous voulez, une structure claire pour bien argumenter. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Avant même de regarder les cartes des flux, il faut qu'on comprenne pourquoi et comment le tourisme est devenu cette industrie planétaire. Quelles sont les causes profondes de cette croissance qu'on peut qualifier d'exponentielle? Cette frise chronologique, elle est parfaite pour illustrer ce qu'on appelle le tourisme de masse. Mais regardez bien l'accélération. Il a fallu plus de 60 ans pour atteindre le premier milliard de touristes, mais depuis, la croissance s'emballe, avec des paliers franchis de plus en plus vite, notamment depuis les années 80 et les années 2000. Bien sûr, cette explosion ne doit rien au hasard. Elle est le fruit de plusieurs facteurs qui se sont combinés. D'un côté, on a des facteurs socio-économiques, la hausse globale du niveau de vie et la généralisation des congés payés. De l'autre, une véritable révolution technologique. Les compagnies aériennes low cost qui ont fait chuter les prix et bien sûr Internet qui permet aujourd'hui à n'importe qui de préparer son propre voyage à moindre coût. Bon, maintenant qu'on a bien saisi l'ampleur du phénomène, la question purement géographique se pose. D'où partent tous ces touristes et où vont-ils? Est-ce que la carte du tourisme mondial est uniforme? Vous vous doutez bien que non. Pour analyser cette géographie, attention, il y a une notion clé à maîtriser, le foyer touristique. Qu'est-ce que c'est? C'est une région du monde qui est à la fois un grand pôle émetteur, c'est-à-dire d'où partent beaucoup de touristes, et un grand pôle récepteur, c'est-à-dire où ils se rendent en grand nombre. C'est ça, un foyer. Et ce sont ces foyers qui structurent toute la carte du tourisme mondial. Et regardez ce graphique, il est sans appel. Il y a 3 grands foyers qui polarisent l'essentiel des flux. D'abord l'Europe, qui reste la première destination mondiale, ensuite l'Asie de l'Est, avec une croissance spectaculaire tirée par la Chine, et enfin l'Amérique du Nord. Ces 3 zones, issues des pays du Nord et des grands pays émergents, sont vraiment le cœur battant du tourisme planétaire. Mais, et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que malgré la mondialisation, la plupart des voyages internationaux se font en fait à une échelle régionale. On parle de bassin touristique. Chaque grand foyer a sa périphérie de vacances. Les Européens vont massivement en Méditerranée, les Nord-Américains dans les Caraïbes et les touristes d'Asie de l'Est en Asie du Sud-Est. La proximité, ça reste un facteur absolument déterminant. Passons maintenant aux conséquences. Un tel afflux de personnes, évidemment, ça ne peut pas être sans effet. Alors, comment est-ce que le tourisme transforme concrètement les paysages, les économies et les sociétés des lieux qu'il touche? Et là, on touche au cœur du problème, à l'ambivalence du tourisme. C'est un peu comme une pièce avec 2 faces. Côté pile, c'est un formidable moteur de développement, ça crée des emplois, ça rapporte des devises, ça modernise les infrastructures. Mais côté face, ça génère aussi des conflits, de la pollution, une pression sur les ressources comme l'eau et des tensions avec les populations locales. Une bonne analyse doit toujours présenter cette double facette. Ce chiffre illustre parfaitement un des problèmes majeurs. Accrochez-vous. 600. C'est le nombre de touristes que Venise peut accueillir pour chaque résident permanent. Imaginez la pression que ça met sur une ville de 50 000 habitants qui voit déferler près de 30 millions de visiteurs par an. On touche ici du doigt le concept de surtourisme. L'overtourisme, ou surtourisme en français, c'est un terme assez récent mais qui est devenu fondamental. Il décrit ce moment où la population locale a le sentiment d'être dépossédée de son propre territoire, que la limite est dépassée. Et ça se traduit par des manifestations, comme on en a vu à Barcelone ou à Santorin, contre la hausse des loyers et la saturation de l'espace public. Pour bien comprendre ces dynamiques, rien ne vaut une étude de cas.
C'est un exercice classique au lycée qui vous demande d'appliquer les connaissances à un exemple précis. Alors on va prendre le cas d'un modèle touristique mondialisé, l'île-hôtel aux Maldives. Mais avant d'analyser le document, un petit rappel de méthode indispensable. Face à n'importe quel document, que ce soit une carte, une photo ou un texte, il faut toujours procéder en 4 temps. 1. Présenter le document. 2. Décrire ce qu'il montre. 3. L'analyser pour en comprendre le sens profond. Et 4. Étape cruciale, le critiquer en s'interrogeant sur ses limites. C'est la base. Appliquons donc cette méthode à la carte d'une île hôtel. On décrit ce qu'on voit. Il y a clairement 2 espaces. D'un côté, la façade pour les touristes, avec les bungalows sur pilotis, les plages de rêve. De l'autre, bien caché, l'espace de service, les logements du personnel, les locaux techniques. L'analyse révèle une véritable ségrégation socio-spatiale. Les flux de touristes et de travailleurs sont strictement séparés. En fait, c'est un espace entièrement artificiel, pensé pour le touriste. Cette citation d'un guide touristique bien connu nous permet de passer à la phase critique. L'image qui est vendue, c'est celle d'un paradis tropical, d'un rêve. Or, l'analyse de la carte nous a montré une réalité bien plus complexe. Un espace enclavé, complètement dépendant de l'extérieur, qui rend invisible le travail et qui artificialise la nature. On est loin du simple rêve. Notre étude de cas se conclut donc sur une question critique. Ce modèle, celui de l'enclave touristique, qui isole complètement les visiteurs de la population locale, est-il vraiment viable à long terme, que ce soit sur le plan social ou sur le plan environnemental? La réponse est loin, très loin d'être évidente. Bien, nous arrivons au terme de notre parcours. Il est maintenant temps de faire le bilan, de répondre clairement à notre problématique de départ et de nous tourner vers les immenses défis qui attendent le tourisme de demain. Alors, si on devait résumer en 4 idées fondamentales, qu'est-ce qu'il faudrait retenir? Premièrement, le tourisme est un puissant agent de la mondialisation. Deuxièmement, ces flux sont très concentrés autour de 3 pôles majeurs et de leurs bassins. Troisièmement, partout où ils s'implantent, ils reconfigurent en profondeur les territoires. Et enfin, le point le plus important, il faut toujours penser le tourisme à travers ce couple indissociable, développement et conflit. Et pour vous aider à réviser, voici une petite fiche synthétique. Elle regroupe les dates charnières, les notions à maîtriser absolument comme foyer touristique ou overtourisme, les acteurs et les lieux principaux. Et regardez bien la dernière ligne, c'est très important, les erreurs à ne pas commettre. Ne jamais avoir une vision simpliste, toujours nuancée et penser aux différentes échelles. Enfin, on termine par une question d'ouverture. Le modèle du tourisme de masse, qui est très dépendant de l'avion et qui est un grand consommateur de ressources, est aujourd'hui confronté à des défis gigantesques, au premier rang desquels le changement climatique. Alors la question est simple, saura-t-il ou même pourra-t-il se transformer pour devenir vraiment durable? La question reste ouverte et elle sera cruciale pour les décennies à venir. Voilà, cette analyse est terminée. Pour approfondir ce sujet et bien sûr pour réviser d'autres points du programme, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour ne rien manquer. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt.